Madame, monsieur, bonsoir. Vous regardez Alizé. Bienvenue dans notre édition régionale de 19 heures et merci de votre fidélité. Dans l'actualité, la visite d'Harry Chalus à Marie-Galante. Le nouveau président du conseil régional honorait ainsi une promesse de campagne et à l'occasion de cette séance de travail avec les élus de la grande dépendance, il a distillé une information qui devrait avoir des suites politiques. Les fameux C2DT, contrats de développement durable territoriaux, seront sans doute réexaminés. Ils avaient été signés juste avant les élections, pour ne pas dire pendant la campagne, par son prédécesseur, et selon Harry Chalus, il n'y aurait pas un vrai euro de prévu. Les élus marie-galantais, à commencer par la présidente de la communauté de communes, Marie-Zette Zoll, affichent leur consternation. Le reportage de Karine Gelman. Priorité à Marie-Galante, le président de région a tenu sa promesse de campagne et a fait de Marie-Galante son cheval de bataille. Important à double titre. Un, parce que je suis venu à plusieurs reprises à Marie-Galante et j'ai été vraiment étonné de voir comment Marie-Galante est abandonnée. Marie-Galante possède les plus belles plages de la Guadeloupe. Marie-Galante est une île qui est recherchée. Quand vous entendez Belle île la mer Marie-Galante, Marie-Galante a un nom au niveau national. Et je me suis rendu compte que Marie-Galante et même le Nord Grande-Terre sont deux lieux qui ont été abandonnés par tous ceux qui sont passés avant nous. Reçu par la présidente de la communauté des communes, Marie-Zette Zoll, également maire de Grandbourg, ainsi que les maires de Saint-Louis et Capesterre, il a rencontré les élus mais également les entrepreneurs de Marie-Galante. À l'écoute de son discours, la présidente de la communauté l'a encouragé vivement à tenir son cap. C'est un premier contact. Je pense que le président de région a su nous entendre, a su nous écouter, nous entendre, que c'était pour prendre le pouls des dossiers en cours. Je crois qu'il a compris l'urgence pour Marie-Galante de se mettre en branle. Nous lui avons montré notre dynamisme, notre volonté de faire avancer le pays Marie-Galante et les cadres que nous avons déjà installés par l'appel à projet auquel nous avons été sélectionnés très récemment pour que tout le territoire de Marie-Galante puisse bénéficier du développement durable, du développement dans tous les secteurs d'activité. Le coup dur de cette rencontre, l'annonce du manque de moyens pour financer le C2DT signé sous la précédente présidence. Entendre qu'aujourd'hui les engagements signés par un président de région n'étaient basés sur rien, vous comprenez notre déception et je pense que les autres maires s'associent à moi en tant que président de commune, communauté de communes, c'est tout simplement pas croyable. Je dis, il n'y a pas de remise en question du C2DT. Je préfère même pas en parler, je laisse au maire le soin de découvrir. Alors je le dis publiquement, posez la question à M. Lobo, le DGA Finance, au directeur financier M. Jeanqui, qui n'ont jamais été associés à ce C2DT. Il n'y a rien en crédit de paiement, seulement en autorisation de programme. Rien, pas un seul euro. Le président l'a souligné, il ne s'agit pas de le mettre aux oubliettes, mais bien de revoir sa faisabilité. Affaire à suivre donc. Dans l'actualité également, la visite en Guadeloupe de M. Denis Masseglia, le président du Comité national olympique et sportif français. Il est en campagne pour la candidature de Paris à l'organisation des JO en 2024, mais également ici pour mesurer les potentialités du sport guadeloupéen, notamment en matière d'infrastructure. C'est ainsi que dès son arrivée, il s'est rendu au CREPS où il a pris connaissance des projets de l'établissement. Anne-Elisabeth Artsen. Le président du Comité national olympique, Denis Masseglia, a profité de son premier passage en Guadeloupe pour visiter le CREPS, une structure qu'il apprécie tout particulièrement. Je suis un inconditionnel de l'épanouissement des talents sportifs dans un cadre qui ne les déracine pas. Je pense qu'il est important qu'à un âge précoce, les jeunes talents puissent effectivement bénéficier de toutes les dispositions, de tous les atouts pour devenir des futurs champions. Et pour cela, il est important que ce soit avec leur club, avec leur famille. Et lorsqu'ils auront atteint la certitude qu'effectivement ils peuvent devenir des champions, alors leur appartiendra la décision de peut-être aller à l'INSEP en France, en métropole plus exactement. Mais il est important que le choix soit fait avec un maximum de certitude pour éviter justement des déceptions qui marquent les gens à vie. Donc c'est important qu'il y ait cet outil, ce CREPS,
à disposition des athlètes de Guadeloupe. Outil incontournable pour nos sportifs locaux, le CREPS accueille également de nombreuses équipes olympiques françaises en préparation, mais aussi des étrangers. Une fierté pour son directeur. Tout d'abord, je suis ravi d'accueillir le président du comité olympique français au CREPS. Je pense que c'est un événement et nous en sommes nous très, très heureux et très fiers. De nombreux projets sont engagés dans tous les domaines, que ce soit le domaine du haut niveau, le domaine des formations, le domaine de la santé, le domaine de la cohésion sociale. C'est un outil fabuleux pour rapprocher les jeunes Guadeloupéens. Le développement du CREPS est en marche. 4 nouveaux bâtiments d'hébergement collectif seront ainsi inaugurés, un restaurant et la création d'une salle d'escrime. Des travaux d'envergure réalisés par l'État. Le mouvement sportif guadeloupéen entourait bien sûr et entoure toute la journée M. Masseglia, qui sera d'ailleurs l'invité d'honneur du Trophée du sport guadeloupéen qui se déroule ce soir à l'auditorium Jérôme Cléry à Basse-Terre. Alain Sorez, le président du CROSS de Guadeloupe, est revenu sur les raisons profondes de cette visite et sa satisfaction. Il répond à Anne-Elisabeth Artsen. D'abord, le remercier parce qu'il nous a soutenus dans notre démarche d'intégration des organisations internationales de notre zone. Également aussi pour lui dire que nous le soutenons dans sa démarche de défendre la candidature des Jeux Olympiques à Paris 2024 et nous serons le relais donc, de cette candidature française avec nos moyens, avec nos réseaux pour faire en sorte de mobiliser, de sensibiliser nos voisins de la Caraïbe et d'Amérique pour permettre à Paris 2024 de gagner cette belle compétition. Et enfin, ça sera le moment de travailler sur certains dossiers, notamment les tout prochains Jeux Olympiques à Rio, où nous pensons qu'il faudrait que la Guadeloupe, pour son rayonnement, pour sa promotion, puisse trouver le moyen d'être présent et de faire savoir qu'elle est présente aux Jeux Olympiques de Rio, derrière notamment les sportifs guadeloupéens. Un autre élément de cette visite de M. Masseglia, souvenez-vous-en, Alain Sorez, que vous venez d'entendre, le président du CROSS, avait dénoncé la candidature de la Guadeloupe à l'organisation des Jeux de la francophonie en 2021, une candidature voulue par l'ancien président de la région. Aujourd'hui, il a été en quelque sorte soutenu par M. Masseglia, qui s'est montré pour le moins sceptique sur l'opportunité de cette candidature. Les Jeux de la francophonie sont prévus avec une candidature guadeloupéenne en 2021. 2021, c'est peut-être un peu prématuré par rapport au fait que la France a aussi organisé les Jeux en 2013 à Nice, que la prochaine édition aura lieu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et qu'il faut peut-être se poser la question de ce que d'autres pays ont envie de faire. Alors, s'il n'y a pas de concurrence, bien sûr qu'il faudra tout faire pour que la Guadeloupe les ait. S'il y a une concurrence, il faut aussi penser à une certaine notion de solidarité au sein de la francophonie pour que, effectivement, celles et ceux qui pourraient prétendre à organiser ces Jeux ne soient pas trop vexés ou trop... trop gêné par le fait qu'il y ait un appétit français en termes d'organisation. Donc je crois qu'en fait, c'est bien d'avoir posé une candidature. Ça sera bien aussi de réfléchir à toutes les données lorsque l'on saura qui souhaite y prétendre ailleurs dans le monde de la francophonie. Information santé maintenant, l'Agence régionale de santé confirme 2 cas de contamination au virus Zika. L'un à Saint-Martin et l'autre en Grande-Terre en Guadeloupe. 2 cas dits autochtones car ces personnes n'ont pas voyagé récemment. Je vous rappelle que le virus Zika est transmis par le moustique Aedes aegypti. L'ARS rappelle à cette occasion la nécessité de lutter contre les foyers à moustiques, les eaux stagnantes notamment dans les habitations et à l'intérieur comme en dehors, et nous invite à nous protéger contre les piqûres de moustiques et surtout à consulter un médecin en cas de symptômes alarmants. Difficile d'y voir clair dans l'application des lois sur l'environnement. Exemple, avec l'utilisation des sacs et emballages plastiques que la récente loi sur la transition énergétique prétend pourtant faire disparaître à terme. Un décret sur l'interdiction des sacs à usage unique vient d'être reporté
à mars prochain, mais les sacs distribués aux caisses des commerces sont, eux, bien interdits officiellement depuis le 1er janvier. Commerçants et le grand public ne s'y retrouvent pas. Alors, élément de compréhension avec Muriel Barlagne. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit les sacs plastiques à usage unique, gratuits ou payants, à compter du 1er janvier 2016. Son décret d'application est reporté à mars prochain. Les commerçants peuvent encore distribuer ces sacs jusqu'à épuisement des stocks. À Pointe-à-Pitre, sont-ils prêts pour ce changement? Dans cette boutique de vêtements, 200 personnes font des achats chaque jour. Ce sont autant de sachets distribués. Il reste encore 6 mois de stock à écouler. Pour la suite, les réflexions sont en cours. À terme, soit nous ferons comme la grande distribution et nous distribuerons des sacs cabas qui seront réutilisables. Soit sinon, paraît-il qu'il y aura un amendement pour des sacs biodégradables et donc on transformera on commandera des sacs biodégradables qui seront certifiés CE ou en tout cas certifiés aux normes de la loi. Des sacs respectueux de la nature, une idée qui plaît aux consommateurs. Je peux comprendre qu'on puisse appliquer ce genre de loi, puisqu'il n'y a pas de respect, on ne respecte rien, on ne respecte même pas soi-même, alors pour cette raison la nature. Je suis pour qu'on applique ce genre de règles. Maintenant, tout ce qui est biodégradable, pourquoi pas? Parce que si ça peut servir à autre chose, nous sommes d'accord. C'est une très bonne chose, on pouvait les remplacer par des sacs en papier qui sont biodégradables. C'est une très bonne chose pour la planète. Du papier à la place du plastique, on y a déjà pensé dans cette maroquinerie, mais cette solution est loin d'être idéale. L'avantage qu'on avait avec les sachets plastiques était qu'ils étaient relativement larges, qu'ils prenaient très peu de place en encombrement en termes de stockage, et qu'aujourd'hui, en utilisant des solutions telles que des sachets papier, on a besoin de beaucoup plus de place pour stocker les mêmes sachets, qu'on a des problèmes avec l'humidité, qui est l'humidité ambiante en Guadeloupe, donc on ne peut pas garder sur une longue durée les sachets comme on le faisait avec des sachets plastiques auparavant. Donc ça fait nécessairement avoir toute la chaîne logistique qui est avec les sachets et qui est qu'on est obligé de recevoir des plus petites quantités plus régulièrement. Le deuxième problème, c'est aussi un problème de coût, puisqu'aujourd'hui les sachets papier sont nécessairement plus élevés qu'un sachet plastique. Et comme je vous disais, on a moins de sachets dans un espace qui est tout aussi grand, donc quand on les fait revenir de métropole, on a besoin donc de plus de place dans un conteneur. Hausse des coûts, problème de stockage. Malgré les inconvénients occasionnés par cette nouvelle loi, les commerçants sont prêts à participer à l'effort collectif pour la protection de l'environnement. Et l'interdiction de la vaisselle plastique que vous utilisez notamment sur les plages est prévue d'ici 2020. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, une actualité que vous présente Karine Gelman. Mexique, Sean Penn inquiété. Les autorités mexicaines l'ont confirmé. Ce sont bien des contacts pris par le baron de la drogue El Chapo avec des personnalités du cinéma, notamment Sean Penn, qui leur ont permis de le repérer. L'actrice mexicaine Kat del Castillo a organisé une rencontre entre El Chapo et Sean Penn dans la jungle mexicaine qui a duré plus de 7 heures et suivi de plusieurs interviews par téléphone ou vidéo. Le magazine rock Rolling Stone a même publié une photo prise le 2 octobre d'une poignée de main entre Sean Penn et le narcotrafiquant. Malgré les efforts de l'acteur pour maintenir le secret, le gouvernement mexicain a eu connaissance de cette rencontre qui a aidé à mettre la main sur El Chapo, a déclaré une source gouvernementale. Les deux artistes vont être interrogés afin de déterminer s'ils ont commis une faute en le rencontrant. Selon un avocat expert de la défense des journalistes, le seul fait pour Sean Penn de rencontrer El Chapo, de l'interviewer et d'écrire l'article ne suffit pas à justifier d'une action pénale. Affaire à suivre. Cuba, hausse continue de migrants vers les États-Unis. Les gardes-côtes américains ont souligné la hausse continue du nombre de Cubains tentant d'arriver aux États-Unis par la mer, à bord d'embarcations de fortune depuis le dégel des relations entre les deux pays en décembre. Quelques 396 personnes ont été interceptées depuis le début de janvier alors qu'elles essayaient de traverser le détroit de Floride, large de 150 km. Jeudi, les autorités ont rapatrié sur l'île 169 migrants appréhendés sur les eaux. Cette croissance s'explique par la crainte de voir le régime spécial d'immigration dont ils bénéficient de disparaître. Les Cubains entrés illégalement sur le territoire américain sont autorisés à y rester s'ils sont découverts sur la terre ferme. Selon l'Institut Pew Research Center qui cite des données officielles américaines, plus de 27 000 Cubains ont rejoint les États-Unis entre septembre 2014 et juin 2015, soit un bond de 78% en un an.
Jamaïque appelle à l'investissement local. Le ministre du Tourisme et du Divertissement, le Dr Wickham McNeill, appelle ses concitoyens à saisir les différentes opportunités d'investissement disponibles dans le secteur du tourisme de l'île. Intervenant à l'ouverture de l'établissement hôtelier Melia Braco Village, McNeill a déclaré que le climat d'investissement était bon et que les Jamaïcains devraient en profiter pour lancer leurs projets et leurs idées. Le ministre a déclaré vouloir voir des Jamaïcains tirer profit des possibilités qui existent dans le tourisme pour faire de l'argent et en profiter. Il a également déclaré être optimiste sur les développements récents dans le secteur du tourisme, en particulier l'ouverture d'un certain nombre de propriétés au cours des dernières semaines. En effet, sur les 6 dernières semaines, 3 établissements hôteliers ont été ouverts en Jamaïque, dont le dernier, le Melia Braco Village. Retour en Guadeloupe avec l'événement sportif de ce week-end, le Destrelan Show d'obstacles. C'est une compétition équestre, bien sûr, à dimension caribéenne, selon son organisateur, le Centre de la Martingale, mais une compétition qui reçoit surtout des compétiteurs venus de la Martinique, mais en grand nombre. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Grand rassemblement équestre entre la Guadeloupe et la Martinique, le show d'obstacles de Destrelan a réuni une centaine de cavaliers cet après-midi. C'est une épreuve importante parce qu'elle se situe en dehors des centres équestres où elle regroupe les meilleurs cavaliers de Guadeloupe et de Martinique, mais en fait elle ne compte pas pour les championnats, elle n'est pas qualificative, c'est une grande manifestation sportive, voilà. David Charlery a fait le déplacement depuis la Martinique avec ses chevaux, bien aidé par l'organisation de l'événement. J'ai emmené pour cette manifestation Destrelan Show 10 chevaux qui ont pris le bateau pour venir à la Guadeloupe. Donc on passait une nuit entière, donc 14 heures dans les vannes pour en faire le trajet. Donc pour nous c'est assez intéressant de venir, surtout que Destrelan c'est un concours qui est assez atypique, c'est dans un centre commercial, il y a beaucoup de public, c'est sur un terrain en herbe, donc les conditions sont un petit peu différentes de celles d'habitude. Donc voilà. Olivia, monitrice équestre à Saint-Claude, vient tout juste de finir son parcours, une prestation très délicate pour son cheval. Alors malheureusement ça s'est pas très bien passé, c'était pas son jour, mais on espère que demain ça ira mieux. C'est une très belle épreuve, le show de Destrelan. Et il y a beaucoup de cavaliers qui se réunissent, une super bonne ambiance, la Guadeloupe est très soudée et on espère que ça soit la Guadeloupe qui gagne. Ce rendez-vous de haut niveau entre les deux îles offre sans aucun doute un beau spectacle au public depuis 4 ans déjà. Une dynamique de compétition que la Martingale veut rendre pérenne. Du football maintenant avec tout d'abord cette information, le transfert du point 3 Claudio Beauvu qui n'aura finalement passé que 7 mois à l'Olympique lyonnais. On annonce son transfert au club espagnol du Celta Vigo pour un montant d'environ 5 millions d'euros. Un accord serait intervenu hier soir entre les deux clubs. Beauvu avait quitté Guingamp après une excellente saison 2014-2015 pour Lyon, un club où il ne s'est jamais réellement intégré. En tout cas, hier soir, son ancien club, le Red Star, à l'occasion de la 13e journée du championnat de division d'honneur, a défait l'Arsenal 1-0. Cet après-midi, la Juventus a battu le Sirocco 1-0 également. La Gauloise s'est imposée face à Gourbert 3-2, beaucoup de buts au cours de cette rencontre. Et l'USR a défait la Solidarité scolaire sur un score qui est à la mode apparemment, 1-0 également. Ce soir, les rencontres au programme, l'USBM qui rencontre l'Amical Club de Marie-Galante à Bémao, le CSM affronte l'Étoile de Mornalo qui vient de changer d'entraîneur à Petit Canal et le CA Marquisa reçoit le Phare du Canal, car la rencontre se déroule bien sûr à Capesterre. Pour refermer ce journal, je vous parlerai de théâtre avec cette pièce intitulée 4, interprétée par une troupe intitulée Les Apartés. C'est une comédie mise en scène par un professeur de théâtre, Madame Bami Zédé, et qui met en scène 4 femmes à l'occasion d'une visite chez le gynécologue Muriel Barlagne. Il fait chaud ici, un vrai temps de carême. Vous avez de la chance, vous allez éviter le carême, c'était calculé. Pas vraiment, non, calculé. C'est vrai qu'on calcule tout maintenant. Mais pourquoi faut-il toujours tout calculer? Vous prenez des cours de préparation à l'accouchement, j'imagine? Oui. Moi aussi, c'est chouette, j'ai adoré. Les comédiennes de la troupe Les Apartés répètent sous l'œil attentif de Colette Bami Zédé depuis septembre dernier. Le professeur de théâtre a mis en scène cette pièce de Marie Duroy. 4,
C'est l'histoire de 4 femmes qui se rencontrent dans la salle d'attente d'un gynécologue. Au fur et à mesure, elles vont commencer à tisser des liens, pas forcément faciles à établir, notamment avec des personnages qui n'ont pas forcément envie de parler quand on est dans une salle d'attente, mais qui au fur et à mesure se dévoilent. Elles vont en fait vider leur sac. Être au travail, c'est ça. Vous êtes trop indiscrète. Non, j'ai faim. Et quand j'ai faim, je parle. Et quand je parle trop. Effectivement, l'histoire de 4 femmes, mais c'est l'histoire de toute l'humanité en même temps. Ça parle de maternité, du couple, des hommes, même si on ne les voit pas, on en parle beaucoup quand même. Et sinon, à part ça, dans la vie, ça va? Mon personnage à moi est très angoissé par ces interrogations, mais les autres sont angoissés aussi, mais en tout cas d'une autre manière, ou en tout cas gèrent autrement. Voilà. Donc elles se posent toutes des questions. La troupe a eu un véritable coup de cœur pour cette comédie pleine de rebondissements. C'est tout naturellement que les comédiennes se sont glissées dans la peau de leurs personnages. La distribution des rôles s'est faite comme une évidence. Mais mettre en scène ce huis clos féminin n'a pas été si simple pour Colette Bamizédé. Chaque personnage a ses fêlures, mais le fil conducteur, c'est le doute que chacune peut rencontrer dans sa vie. Et il fallait réussir à faire que le lien se fasse entre l'histoire de chacune et que ça ne soit pas 4 individualités, mais 4 personnages qui communiquent. 4 est actuellement en tournée dans le département. Rendez-vous dès ce soir à la salle Georges Tarrère à Pointe-à-Pitre à 20h. Et je vous donne 2 autres dates au programme de cette tournée, le 23 janvier à l'Atrium à Bouillante et le 30 à la salle Robert Loison au Moule. La météo de demain, du soleil sur toute la Guadeloupe. Il y aura cependant quelques nuages, bien sûr, et quelques averses, notamment sur la région de Dé, Pointe-Noire ou encore sur les hauteurs de Basse-Terre-Saint-Claude. Les températures seront comprises entre 23 et 26 degrés. On pourra donc défiler tranquillement demain à l'occasion des festivités du carnaval, notamment au Moule. Dans un instant, la rubrique Innovation préparée par Karine Gelman de notre rédaction, suivie de l'agenda d'Alizé, le journal de TF1, les pronostics hippiques de Prévert-Mayengo, bien sûr, et la météo de notre région de la Caraïbe. Notre divertissement de la soirée, le grand blind test. L'information continue bien sûr sur notre site www.alizé.com. Je vous donne rendez-vous demain 12h30 pour notre premier rendez-vous avec l'actualité régionale de ce dimanche. Excellente soirée.